Bonsoir, ça fait quelque temps déjà qu'on vous l'annonce, ce 28e numéro de Plazarama consacré à Noir Désir. Encore, diront ceux d'entre vous qui auraient déjà entendu sur nos ondes les propos de Bertrand Cantat, puisqu'il s'agit de ses propos essentiellement, recueillis à l'occasion d'une conférence de presse donnée au Rockstore le 17 mai et diffusée en 3 parties dans les agendas de la semaine dernière sur Divergence. Eh ben oui, encore, parce que Plazarama attendait Noir Désir depuis longtemps déjà, au point d'avoir déjà consacré au groupe une émission en forme de lettre ouverte. Et c'était suite au refus de Noir Désir de nous accorder une interview. C'était en octobre dernier. Eh ben l'interview, elle est dans la boîte, alors ne boudons pas notre plaisir, d'autant que Bertrand Cantat, non content d'avoir parfois la bouche pleine de pizza, avait aussi et surtout la tête pleine d'idées et une vision pleine d'acuité et de pertinence sur le monde dans lequel on vit. Et ça, c'est plutôt réconfortant par les temps qui courent. Propos recueillis le 17 mai 2002 au Rockstore, à quelques heures d'un concert magistral donné le soir même au Zénith. Propos recueillis par Christophe Castio pour l'Héros du jour, Jérémy Berned pour le Midi Libre, Jean-Yves pour FM+, Maude de Terme et Olivier Pracht pour le Caucasine, Renaud Després pour Radio Clapas, et puis Jean de la Guillaunie plus Manuel Plaza, votre dévoué pour Divergence FM, pardon à ceux que j'aurais oubliés. On va avoir vos impressions sur la sortie de justement cet album, et d'une façon générale, vous avez un peu refusé. Donc, question un peu idiote, aujourd'hui, pourquoi non seulement vous acceptez, mais à la limite vous suscitez même une conférence de presse? On a suscité vraiment une conférence de presse, t'es sûr? Pourquoi vous acceptez ou alors... Mais non, au moment de la sortie du disque, on n'a pas spécialement refusé, mais on n'allait pas faire la tournée de tous les endroits pour parler 25 000 fois. Je trouvais ça inutile. On venait de faire une semaine d'interview déjà à Paris, justement, à la sortie du disque. Donc. Avec des gens qui sont déplacés aussi. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas envie de passer un mois à tourner pour parler de l'album. On avait envie de... Donc là, pour digérer la musique plutôt. Pour revenir à ce qui se passe aujourd'hui, il y a, on le sait, une actualité politique, on est entre 2 élections, vous êtes pas mal impliqué dans cette élection, c'est aussi à cause de ce contexte-là, on va dire. Enfin, on est impliqué comme tout le monde devrait l'être, quoi. Oui, non, certains le sont plus ou moins. Oui. Donc est-ce que c'est ce contexte aussi qui finalement vous fait aussi accepter ou envie de dialoguer avec la presse? On est en train de vivre des choses différentes, ouais, ça fait qu'on a des choses à raconter peut-être, ou vous avez peut-être des choses à demander aussi. Donc oui, c'est un dialogue, c'est possible de l'avoir, il n'y a pas de raison. Et puis il se trouve qu'on est à Montpellier. Ah oui. Bah oui. Justement, à propos de Montpellier, une des dernières fois qu'on t'a vu dialoguer avec le public et avec un certain nombre de personnes, c'était avec Akoche, le saxophoniste. Tu étais là comme intervenant. Vous reveniez à l'époque avec Akoche d'une tournée dans les pays d'Europe de l'Est. C'était un contexte très particulier puisque c'était le conflit dans l'ex-Yougoslavie. Ouais. Aujourd'hui, enfin récemment, vous avez effectué une tournée au Moyen-Orient, comme ça. Et souvent, et vous dites, on va là-bas aussi pour vérifier, parce que c'est quand même bien d'être sur place aussi pour voir. Donc est-ce que ce que vous avez vu là-bas, ça correspondait un peu à ce que vous imaginiez avant de partir? Bon, il faut savoir qu'on n'était pas dans les territoires occupés ou qu'on n'était pas au cœur d'une bataille non plus. Il ne faut pas exagérer, mais c'est toute une région qui est touchée par écho, comme tout le monde le sait. Le Proche et Moyen-Orient, tout le monde sait que c'est une région particulière, c'est une espèce de... Ça projette beaucoup de fantasmes. Donc c'est toujours intéressant de rencontrer les gens, tout simplement. De se retrouver là et d'être comme ça, accueillis, parce qu'on a été accueillis et bien accueillis. Et de vérifier que l'humanité, de toute façon, elle existe partout. Et que tout ça est complètement masqué sous des préoccupations politiques. Et sous une sorte de propagande, parce que finalement le monde arabe est toujours sujet à une sorte de propagande qui les fait passer pour je sais pas quoi, pour les méchants du monde. Il y a des méchants, si on veut. Justement, il y a... Les gens, c'est autre chose. Il y a quelques mois, c'était encore possible de jouer dans les territoires occupés pour les artistes français, certains l'ont fait. Est-ce que pour vous c'est Casse-Pipe par exemple? Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez et selon vous, quand est-ce que ce sera possible? On est plus ou moins sur une histoire pour essayer d'organiser quelque chose là-bas. Mais c'est pas encore fait. C'est pas encore fait, ça va être long et compliqué. Mais c'est possible, hein. Enfin, je veux dire, il faut essayer. Je sais pas dans quelles conditions Casse-Pipe a fait ça. Ils étaient invités par des centres culturels français, je crois. Où ça précisément? À Gaza. Je sais qu'ils ont tourné à Gaza, à Ramallah. Pardon? Ça remonte à quand même plusieurs mois, voire plusieurs années. Oui, ça fait 2 ans. Ah oui, d'accord, oui. Ça fait 2 ans, oui.
Ah oui, d'accord. Donc quand on y était, par exemple, vous ne pouvez pas Bush n'était approcher. pas président. Le 11 septembre n'avait pas eu lieu. Les choses ont changé. Et Sharon n'était pas là. Les choses ont profondément changé. Quel était l'accueil des gens au Liban, par exemple? Le Liban. Le Liban, c'était très particulier. Bon, on était très très bien accueillis par un certain nombre de gens qui avaient envie de nous voir et puis qui connaissaient pas mal la France, faut dire la vérité, puisque les rapports entre le Liban et la France étant ce qu'ils sont, et un certain nombre de gens qui nous connaissaient de France puis qui sont rentrés au Liban, des Libanais. Et donc ça, c'était une chose. D'autre part, des Libanais qui visiblement, parce qu'ils ont un accès à tout ça, qui fait qu'ils connaissaient le groupe, qu'ils l'attendaient depuis longtemps, quoi. Mais à part ça, c'est excessivement complexe. Puisque le Liban, c'est vraiment le siège de... D'abord, il y a eu 17 ans de guerre. Donc, et puis on s'est retrouvé dans un espèce de tourbillon de visites, de différents contextes qui étaient excessivement contrastés, on ne peut pas dire pire. On s'est retrouvé à Shatila. Et puis là, ne serait-ce que les vibrations, et puis bien sûr les discussions avec les gens des comités populaires, des témoignages de l'époque du fameux massacre où Sharon était responsable d'ailleurs déjà. Ça te remue, quoi. Ça te remue. Sachant qu'on a découvert que le chauffeur qui nous emmenait là-dedans lui avait participé au massacre, mais dans l'autre camp, mais on s'en est aperçu à la fin. Donc c'était vite fait dans la... Mais la famille de ce chauffeur avait été également massacrée. Enfin, c'est là que tu vois. T'en sors pas, quoi. T'en sors pas. T'es vraiment dans la merde. Et puis beaucoup de socialement incroyable violence, de contraste, puisque c'est un peu une côte d'Azur, tu sais, le Liban, Beyrouth, et c'est reparti là, le fric, les investissements, l'espèce de Riviera comme ça, puis à côté de ça, évidemment, ça a été détruit. À côté de ça, il y a Shatila, c'est la misère, mais la misère la plus totale. Voilà, quoi. Donc ça fait beaucoup de choses. Sinon, on était très bien accueillis partout. Mais ça cartonne. Et donc quand vous revenez de là-bas et que vous vous replongez dans le contexte, on va dire franco-français, ça apprend quand même à relativiser les choses, non? Ouais, ça aide beaucoup à relativiser les choses. Je crois qu'on le fait aussi pour ça. On le fait aussi pour ça. Pour vivre autre chose que ce qu'on vivrait si on bougeait jamais, si on connaissait pas mieux le monde, si on se baladait pas, si on rencontrait pas des gens de cultures différentes. Ça nous apporte beaucoup. Et puis on se sent autant impliqué loin que près, si tu veux, même si on peut pas être partout et puis qu'on peut surtout rien résoudre spécialement. C'est juste on est en écho à tout ça. Ça nous parle aussi. Les missions civiles en Palestine, organisées par José Bové ou Gaillot, dans cette implication de l'autre l'autre sphère que la sphère politique. Quoi. Bah oui, c'est de toute façon, nous c'est pareil, on fait plus partie de... Voilà. Ouais, C'est compliqué, hein. De toute façon, nous aussi, on fait partie de la société civile. Tout simplement. On est des citoyens, donc c'est ça. Et oui, on connaissait l'existence très bien de cette mission-là, puisque il y a des amis à nous là-dedans. Notamment Samir Abdallah qui vient... il vient juste d'être libéré, puisqu'il a été libéré en même temps qu'Arafat, il était enfermé là-dedans. Qui est rentré avec José Bové et qui lui est resté jusqu'à la fin, quoi. Et qui est toujours pour l'instant, a priori. Qui, Samir? Oui. Ouais. Puis José, et puis d'autres. Mais ouais, c'était quelque chose, on devait peut-être aller. Bon, puis là, on ne pouvait pas être partout et tourner. Vous sentez que la France, les gens ont un attachement particulier à la France, justement, par rapport à d'autres pays? Là, c'est très compliqué aussi, parce que ça dépend où. Et globalement, on est plutôt... mais c'est toujours très très global. Là, je veux dire, on représente quand même pas la politique de son gouvernement, et on représente les gens, quoi. On s'est retrouvé dans une manifestation pro-palestinienne, enfin, et pour la paix, à Damas, en Syrie. Ouais. Et en fait, on était aussi avec nos 2 Américains de la bande. Puis bon, évidemment, il y a eu le drapeau américain brûlé au-dessus de leur tête et des choses comme ça. Puis c'était bien chaud.
Et les gens ont commencé à nous demander ce qu'on faisait là, en tant qu'Américains d'une part, et que Français. Alors en tant qu'Américains, c'était évident qu'ils n'étaient pas en soutien à leur gouvernement, ça. Sinon ils n'auraient rien eu à faire là, c'est presque évident. Et donc d'un seul coup, on s'est mis à... Et puis en tant que Français, il y avait un petit peu le côté, de toute façon, personne ne fait rien, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Et là, on est très vite retombé sur un plan très humain en disant, mais nous, on est une personne, et vous êtes une personne. Et on s'est mis à parler entre personnes et ça a tout remis à niveau, c'est tout. Et d'un seul coup, ils nous ont remercié d'être là, tout simplement, c'est tout. On est des gens, on n'est pas avec notre drapeau planté dans le cul. Ceci dit, la France a une espèce de position à part. Pour la Palestine, il y avait quand même le ministre avait, malgré tout, français, a dit des choses que Védrine, oui, qu'aucun autre l'avait dit. Et puis malgré tout, ça les réchauffe un peu. Malgré tout, ils ont l'impression que c'est pas l'indifférence. Après, il y a des histoires, parce qu'il y a Chirac et il y a les socialistes qui avaient une tradition un peu plus pro-sioniste, donc ça alors là, c'est des histoires déjà politiques. Moi, je me rappelle avoir vu Strauss-Kahn à la télévision sur TV5 en Syrie dire des conneries absolument hallucinantes, donc là, tu te dis que ça joue aussi. C'est-à-dire, ils mettaient tous sur les attentats antisémites en France et du coup, ils nuançaient plus rien du tout. Mais on est très très bien accueillis. Ouais. Pas seulement en tant que Français, les gens restent ouverts, quoi. Après, il peut y avoir des endroits et des moments très très chauds. Des drapeaux, un autre symbole, c'est la Marseillaise, qui a été à nouveau sifflée à Bastia. Est-ce que vous pensez que c'est le moment de réfléchir à la réformer, ou au contraire, faut pas parler de ça? Réformer quoi? Se mettre à la chanter comme Gainsbourg l'avait fait dans les années 70. Moi, je pense qu'il y a tellement de choses à réformer, tu vois, que la Marseillaise, à la limite, c'est du spectacle, tout ça. Par rapport à la petitesse de l'événement et la grandiloquence de ce qui s'est passé ensuite dans les médias. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de spectacles aussi, beaucoup de tous les côtés, beaucoup de spectacles. Et ça fout la merde. Ceci dit, c'est qui? C'est les Corses qui ont sifflé ça la dernière fois? Ouais, bon bah... Christophe Perucci, ici présent, va vous parler de la Corse. Mais il paraît que d'ailleurs, c'est même pas les Corses qui ont sifflé. J'ai lu un article. Je sais pas qui c'est exactement, mais il faudrait siffler. Sur les deux, ils émettaient l'hypothèse qui sifflait Chirac, en fait. Oui, éventuellement, ouais, éventuellement. Ouais. Moi, je crois enfin, il faudrait siffler un petit peu tous les hymnes, ou pas du tout. C'est ça qui est emmerdant, tu vois. Ou pas du tout. Et puis autre part que dans un match de foot. Et puis autre part que dans un match de foot, là c'est un peu, là vraiment il y a une porosité entre les genres, là c'est absolument hallucinant. Dans le contexte actuel, ça prend une tournure particulière. Ça prend une tournure particulière parce que d'un seul coup, tout le monde reconfond tout. C'est-à-dire que comme on reparle de valeurs citoyennes, etc., enfin, on reparle de valeurs de la République et en fait tout le monde va s'attribuer ça à sa manière, avec sa manière de le comprendre et en le détournant si possible, comme M. Chirac a toujours su faire d'ailleurs. Donc on est en plein dans la récupération, dans les symboliques, où tout le monde entend quelque chose de différent que son voisin, et il faudra avoir une hauteur de point de vue qu'il n'y a toujours pas. Il n'y a toujours pas. Ceci dit, l'hymne, il a une histoire. Déjà, il faudrait commencer par expliquer cette histoire, puisqu'il y a plein de gens qui visiblement la connaissent pas. Et de surcroît, au bout du compte, s'apercevoir que peut-être il est plus adapté, ça oui. Et le changer, voire l'abolir, voire abolir les drapeaux, voire abolir les frontières. Je pense que c'est un début. Mais après, c'est un petit peu bizarre parce qu'effectivement, ça dépend qui le siffle et pourquoi. C'est là où ça veut rien dire de dire l'hymne a été sifflé. Par qui? Pourquoi? Pourquoi on ne s'intéresse pas à la racine des problèmes? On s'intéresse à la symbolique parce qu'on s'intéresse qu'au spectacle. Et à qui peut récupérer le spectacle? Voilà tout ce qui intéresse les gens. Et les médias, et les politiques. Justement, en parlant de spectacle, on a l'impression qu'en ce moment, on parle beaucoup plus du Festival de Cannes que des retombées de l'élection présidentielle. Est-ce que vous avez l'impression que le réveil des... On se doutait qu'on avait parlé du Festival de Cannes, c'est pareil, on va pas dire tous les ans, tiens, quelle surprise, on parle du Festival de Cannes. On le sait, puisque tout le monde veut parler du Festival de Cannes, parce que c'est un grand événement cinématographique, machin truc. Et que pourquoi pas d'ailleurs Pourquoi pas? Simplement, il faut qu'il y ait de la place pour le reste. Il faut qu'en fait rien ne retombe des vraies préoccupations politiques. Même la Coupe du Monde. Tu vas voir que la Coupe du Monde, ça ne va pas forcément faire bon ménage avec la politique. Et Roland Garros?
Et Roland, et moi j'adore le foot et tout, mais normalement ça ne doit pas te changer tes convictions si tu veux. Et donc il faut. Mais c'est vrai que d'être sur le pont en permanence, si tu veux une mobilisation comme entre les deux tours, tu ne vas pas l'avoir. Parce que là, une fois qu'il y a un espèce de grand consensus, en tout cas pour 80 et quelques % des gens, pour dire bon, il faut absolument prouver de façon ultra démonstrative qu'il n'y a pas que des fachos en France et qu'en plus on les laisse. On les met à distance et on prouve très fort que c'est pas possible d'encaisser un truc pareil. Une fois ce consensus-là dépassé, c'est fini le consensus, c'est fini. On retombe sur d'autres clivages. On retombe sur des vraies questions en profondeur. Par exemple, pourquoi est-on obligé en France de choisir entre un voleur et un fasciste ? Ça veut bien dire que quelque chose s'est déplacé beaucoup plus en profondeur que seulement de dire il y a des fascistes. Les fascistes sont là, même eux sont là pour quelque chose. Même eux, il faut le dire. Ils sont là pour quelque chose et les justifications, les premières qu'ils ont, c'est pas les immigrés qui leur donnent. C'est la malhonnêteté du régime en place et l'inadaptation des institutions actuelles à la modernité et le fait que les valeurs de liberté, égalité, fraternité ont été dévoyées et que par quel miracle elles seraient d'un seul coup sauvées par les mêmes qui les ont dévoyées. Voilà le problème. Donc il faut carrément aller beaucoup plus loin. Là, je te dis pas le lavage au Karcher qu'il faudrait faire. Il va interdire carrément un parti comme le Front National. Il aurait dû être interdit depuis longtemps. C'est illégal de toute manière, au début en tout cas. Il aurait dû être interdit depuis longtemps, il y avait les moyens de le faire, ils ne l'ont pas fait. Ils avaient leur raison, t'inquiète pas. Et voilà. Maintenant, bon. Vendredi dernier, il y a eu un concert important aux Zénith contre la peine de mort, enfin en soutien à des condamnés à mort aux États-Unis. Vous n'étiez pas présent physiquement, vous étiez présent moralement, on le sait. Oui, on jouait ailleurs et tout, mais financièrement, il était présent. Oui, financièrement aussi. D'ailleurs, merci. Justement, depuis quelques temps, on voit beaucoup de... Enfin, c'est pas vraiment nouveau, puisque ça s'est fait aussi à Paris, bon, au concert au Gisti et tout ça, des groupes se mettre ensemble, bon, Tétred, Dominica, et alors, pour faire référence un petit peu à vos bisbilles avec la maison de disques, mais pour pas focaliser là-dessus non plus, on a envie de se dire, bon, ben après tout, bon, là, vous êtes encore liés avec un contrat, mais à terme, on se dit, ces groupes-là, ça serait bien qu'ils se mettent ensemble pour créer ce fameux label alternatif, parce qu'au jour d'aujourd'hui, bon, on voit un label comme Boucherie disparaître, il n'y a plus vraiment de label alternatif. Je t'arrête tout de suite sur Boucherie, on n'a aucune admiration pour Boucherie, sauf qu'il y a eu une... Non, mais parce que non, c'est un très mauvais exemple, parce que c'est typiquement le mec à Gilles Lazaro qui est un frustré, aigri. Il s'en est pris à toi. Enfin, il a toujours fait. Je veux dire, il croit quoi, qu'il y a les bons et les méchants. donc, exemples, heureusement que le monde n'est pas régi par des mecs comme François de Gilles Lazaro, c'est tout. Mais l'idée reste valable pour un label indépendant, enfin ce que disait Jean, cette idée-là, est-ce qu'on peut imaginer effectivement que ceux qu'on a vus la semaine dernière, enfin ou même il y a 2 semaines, enfin je veux dire, il faudrait pas être naïf de vous découvrir tout à coup les uns à côté des autres, je veux dire, ça fait des années que vous partagez quelques valeurs. Oui, absolument. Mais on ne peut pas imaginer que justement, compte tenu et de votre rayonnement, entre guillemets, vous lanciez dans l'aventure d'un commune, justement, une sorte de communauté d'esprit qui aille jusqu'à monter un label. Ça pourrait être un truc envisageable. Tout est envisageable, mais on a finalement assez peu le temps d'y réfléchir. Ouais. Honnêtement, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, le système se sert, mais y compris de ces dissidents. Messier retourne la situation à son avantage en vous invitant. C'est pour ça qu'on a craqué. Parce qu'on sentait bien à quel point ça devenait cynique. Aujourd'hui, c'est un peu Universal qui est dans la merde. On peut imaginer un concert de soutien à Universal de Nord-des-Îles. Bien sûr, on peut servir à tout. Tu peux imaginer ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Hein. Aucun. On va sûrement faire ça. Oui. Non. Il faut voir aussi que c'en est à un point, c'est vrai, assez dernier. Et puis que le capitalisme arrive toujours à un moment donné où il absorbe, puis il recasse. C'est rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue-là. Du point de vue de l'accumulation et de la redistribution ensuite, non pas de la redistribution, mais de la reparcellisation, quoi. Parce que ça explose à un moment donné. Mais c'est tout simplement parce que c'est quelle sorte de logique fait marcher le monde, quoi. Et Universal, c'est typiquement l'exemple d'une
avec une couleur très moderne, avec une couleur vachement axée sur la communication, sur le spectacle et tout ça, mais c'est le capitalisme pur dans toute sa splendeur, c'est tout. Avec le monde des actionnaires, et c'est eux qui commandent. Ça vous donne pas un rayonnement, enfin une diffusion plus importante, ou ça n'a rien changé par rapport à vos débuts? Universal qui nous donnerait une... Non. Non, bah non, justement, moi j'ai tapé là-dessus aussi, parce qu'en plus il y a le mensonge. Non, ça nous donne rien de plus. Non, bien sûr que ça nous donne rien de plus. Le fait qu'il y ait une distribution costaud, ça, il faut pas dire des conneries, mais c'était vrai avec avant. C'était déjà vrai avant, si tu veux. Mais le fait qu'il y ait une distribution qui ait des épaules assez solides, oui. Parce que nous, là, à un moment donné, notre problème, ce serait, si tu parles d'un label, si on devait créer un label et tout ça, ce serait la distribution. Parce qu'attends, là, tu vois, le problème n'est pas de... Les choses pourraient être faites correctement. Tu vois ce que je veux dire, avec une distribution qui a des épaules larges, quand des choses deviennent plus connues, je veux dire. Parce qu'il y a eu ce problème chez les labels, de ne pas être capable de suivre si ça grossissait, et de suivre en gardant une certaine éthique. C'est possible, c'est pas vrai que des contradictions... qu'on ne peut pas tenir un certain nombre de contradictions pour faire les choses bien. Mais là, elles sont arrivées à un point complètement délirant. Encore une fois, nous on est chez Barclay, et puis Barclay, il a été bouffé par-ci, par-là, comme ci, comme ça, jusqu'à devenir un pion dans Universal. Mais qu'est-ce qu'on a eu à y dire? Rien du tout. On est sous contrat. Berger a été viré, Florent, j'imagine. Ouais, il m'a appelé. C'est pas le seul, Bowie a été débarqué aussi. On réagit sur le fait que, par exemple, ça pourrait interpeller tout le monde sur le fait que Universal, c'est ce qui se voit le plus, mais que tout marche comme ça. Est-ce que je vous signale que il n'était pas chez Universal. T'en entends pas parler. EMI, ils ont fait un truc, c'est 2 fois plus carton du point de vue de la discographie. Ils rendent 50% des... Je veux pas dire de conneries, hein, peut-être que tu en sais plus que moi, parce que là, comme on est en tournée, je te dis pas. Hein. On a les neurones qui marchent qu'à moitié. C'est un peu physique aussi, on oublie qu'on fait des concerts. Et je sais que j'ai cru comprendre qu'il y avait la moitié des contrats d'artistes rendus, qu'il y avait aussi au niveau du personnel, c'est-à-dire un dégraissage pas possible, etc., etc. Tout un délire sous la pression des actionnaires, parce que ne donnant pas assez de pourcentage, enfin une caricature de ce qui se passe. Si Universal avait fait ça, t'aurais des grands titres partout. Parce que justement, on les a mis sous surveillance, nous entre autres. Tu vois, on les a mis, surveillance, ils sont totalement sous surveillance. Pendant ce temps-là, les autres font pareil, je veux dire. Je veux dire, ils font pire, mais ça se voit pas. Toi, tu dis ça, mais là, on est en train d'en parler maintenant, mais vous avez vu des grands titres là-dessus? Vous les avez vus sur la sellette? Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. C'est pas beau, ça. Parce qu'attends, c'était dit dans le texte, sans vouloir se faire mousser, mais dans le texte qui a été lu sur Jean-Marie Messier, là, aux Victoires de la musique, c'était dit que on sait bien qu'il n'y a pas que toi et que t'étais juste le plus voyant. Ça se vérifie, hein. Ça se vérifie, regarde. T'as Rodolphe qui t'appelle, il est pourtant pas chez Universal, mais t'as vu ce qui vient de se passer? Et il vire des gens comme Katonoma, des gens comme Rodolphe Berger, enfin. Et c'est pas nouveau. Je vais te dire, les hein. autres, on va avoir du mal. Hein. C'est pas nouveau, hein, ça. C'est toujours fait, quoi. Quand la logique industrielle prend le pas sur la logique artistique, ou c'est pas... voilà. C'est la logique des actionnaires en plus, là, puisque je pense que tout ce dégraissage, c'est parce qu'à un moment donné, ça cogne par en haut, si on peut appeler ça par en haut, puisque les actionnaires, c'est une position bizarre. La logique qui dit que on fait 9% au lieu d'en faire 18, ou je sais pas, tu vois. Pour les fonds de pension en Floride, enfin, très caricaturalement, c'est ça. Alors c'est ça qui colle pas, faut tout... Ou après la réunion au Zénith, justement, entre Jean-Marie Messier, enfin tout le staff d'Universal et Messier en tête pour justifier tout son bilan, etc., etc., et pour voir s'il allait être confirmé à la tête du groupe. Bon, il y avait les actionnaires dans le Zénith, machin, le mec il est venu, il venait de virer l'escure et tout ça. Enfin. Et puis sans rentrer dans les détails, moi j'ai juste vu une espèce de petit reportage où les actionnaires sortaient ensuite du Zénith, puis ils ont pris l'actionnaire lambda là, à la téloche, et ils l'ont interviewé. Le mec il a dit, moi je renouvelle ma confiance, il n'y a aucune raison que je ne renouvelle pas ma confiance. Il est venu entourer des types qui font du profit, il a prononcé ces mots-là, et il a prouvé qu'il savait se débarrasser des sources de pertes. Pourquoi voulez-vous que je lui fasse pas confiance? Tout est dit. Ce en quoi ça marche pas pour le coup. Parce qu'en plus ils sont vraiment dans la merde. Enfin je veux dire,
Pardon ? Vous avez jamais pensé investir peut-être même dans la société, vous-même récupérer des parts et vous essayer de... Dans la société, quoi, sûrement pas. Aussi dedans, ce serait une autre manière aussi de... C'est un peu compliqué pour avoir une majorité de blocage, si tu veux. Donc, S'il y avait une majorité de blocage, est-ce qu'on pouvait transformer tout ça ? c'est minorité de blocage, on dit non, c'est pas ça. Minorité de blocage, ouais, peut-être. Transformer en société coopérative ouvrière de production. Excellent, excellent. Deuxième partie de la rencontre avec l'incendiaire en chef Bertrand Cantat, rencontré le 17 mai 2002 au Rockstore, à l'occasion d'une conférence de presse que donnait Noir Désir à quelques heures du grand incendie qu'ils ont allumé le soir même au Zénith. Votre album est sorti quelques jours avant le 11 septembre. Le 11 septembre. Le 11 septembre, pardon, exactement, oui, effectivement. C'est grâce à ça qu'on s'en souvient, parce que je peux te dire que si tu me demandes les autres dates des autres sorties, je sais pas, mais celle-là, je peux pas l'oublier. Et donc justement, on vous a vu un peu précurseur du coup de... Ça vous a amusé, je sais pas si c'est... On était mort de rire. Le grand incendie, c'est quand même troublant. Comme tu dis, oui. Non, mais ça, pour être troublé, on a été troublé, on l'est encore et on le sera toujours. Hein. Sur France Inter, le jour où c'est arrivé, le son. Chez Pascal Clark. Non, c'est elle a diffusé le Non, grand c'est elle incendie. qui l'a passé. On était pas dans... C'est elle qui l'a passé sans le faire exprès, en plus, parce qu'elle a choisi elle-même sur l'album. Oui, c'était pas le single ni rien, tu vois. Elle a passé ça et blam. Ça fait peur que les fois justement, parce qu'on peut élargir ça à vos précédents albums où la chanson faite avec la pédagogie de Fontaine, Bibi Boom Boom, c'est pareil, elle date pas d'hier, elle date de 79, quelque chose comme ça. Et le preuve en est que ça date pas d'hier que vous alertez, qu'on en parle. Non, c'est comme. Mais tu sais qu'on a eu des trucs là, par exemple, sur l'entre-deux-tours, par exemple, par rapport au Front National. Où est-ce que c'était je sais plus où c'était, mais on s'est retrouvés à avoir des gens qui nous disaient alors, finalement, maintenant, vous vous engagez et tout. Je dis, est-ce que ce serait pas une plaisanterie là ? C'est-à-dire qu'ils nous mettaient dans le sac de tous les gens qu'on découvert d'un seul coup entre deux tours, et pour élire Chirac. Mon Dieu, comme la vie est ironique. D'un seul coup, effectivement, il y avait un certain nombre de gens, et franchement, on ne fait pas la fine bouche là-dessus, et on était extrêmement contents que des gens se mouillent un peu. Quand bien même, au bout du compte, c'était pour élire Chirac, y compris les footballeurs et tout ça. Tu vois, sur la cassette, à l'initiative d'Akhenaton, là, il y a quand même des gens même comme Zidane et tout ça. Tu vois, on a réussi là à les faire bouger contre Le Pen, mais parce qu'il y avait le feu au lac. Le feu au lac avant, ils l'ont pas vu. Ils n'ont jamais voulu en parler du feu avant. Et nous, il y a des gens, des fois, qui, tu vois, je sais pas, ils nous ont pas bien suivis ou quoi, et ils te demandent, alors, d'un seul coup, vous engagez aux côtés d'autres artistes qu'on n'avait jamais vus avant, et tout. Je regarde comme ça, j'y fais, est-ce que... Est-ce que ça veut dire quoi pour vous Ça veut dire qu'on était désespérés. On n'est pas lassé des fois de crier comme ça, un petit peu dans le vide, et tout à coup... Continuons le combat de toute façon. De toute façon. Mais on va pas te raconter comment on est lassé des fois. Ça sert à rien, ça fait pas avancer le schmilblick. Il faut garder que la lutte. Hein. L'engagement de Noir Désir, on sait qu'il date pas d'hier, mais c'est vrai qu'à vos débuts, vous n'étiez pas spécialement perçu comme un groupe très politisé, contrairement à d'autres groupes qui ont démarré en même temps la scène alternative. Je pense aux Garçons Bouchers, auxquels tu faisais allusion tout à l'heure, les Berruriers Noirs, ce genre de choses. Le problème des Garçons Bouchers, c'est que c'est mauvais. Il faut expliquer. À François, que c'est mieux d'avoir les deux en même temps. Et par rapport à ça, justement, l'engagement de Noir Désir, le déclic, ça s'est passé quand Parce que il n'était pas évident au départ. Mais attends, parce que le problème, c'est être perçu comme un groupe ceci, ou être perçu comme un groupe cela, ça nous emmerde. Non mais franchement, c'est-à-dire que si... Et on l'a toujours dit et on le redit même aujourd'hui, si on est perçu comme un groupe politique qui donc ne peut plus avoir, je sais pas, du coup toute la sphère qui est plus intimiste ou toute la sphère qui est plus gratuite ou plus poétique ou qui ne doit rien à je ne sais quelle filiation avérée, rangée dans un tiroir, si ça c'est plus possible, alors il vaut mieux tout arrêter. On est juste libre. Je sais, ça paraît dingue, mais... C'est bizarre parce qu'on a été vu alors comme un groupe je sais pas quoi, alors intello, ténébreux, machin, romantique, alors ensuite haltérophile,
Alors ensuite, on n'en a rien à foutre, nous. Notre vie, c'est pas ce qui est marqué dans les journaux. Et en fait, tout ça a toujours été mené plus ou moins de concert. C'est vrai, c'est le cas de le dire, mais c'est vrai que l'engagement s'est affirmé en quelque sorte aussi à mesure que le monde changeait aussi. À mesure que tu te défiles pas devant, entre guillemets, ce qui se passe, quoi. Mais je sais pas qui c'était les... Tu dis comme les garçons bouchers, mais moi j'aurais bien aimé pouvoir en parler intelligemment. Mais les gens qui ont déjà l'esprit de frustrer, l'esprit de petits groupes, machin, c'est pour ça que c'est fabuleux là ce qui se passe, parce qu'on n'est pas dans la mesquinerie avec les autres groupes là. On s'appelle, il y a des actions communes, il y a des trucs comme ça, c'est quelque chose qui regarde au-dessus, quoi. On n'est pas dans la mesquinerie. À l'époque, il y avait plus de mesquinerie. À cause de gens qui ont un esprit mesquin, que veux-tu que j'y fasse? Le sectarisme? Hein? Oui, bien sûr. Le sectarisme, et ça, je vais te dire, c'est quelque chose de très, très, très positif ici en France maintenant, c'est qu'on n'en est plus là. C'est terminé les conneries. Et que ça c'est du plus. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. François, par exemple, j'ai lu là, qui raconte n'importe quoi en disant qu'on n'avait pas... qu'on n'a même pas cherché un label à l'époque, etc. Mais il nous a demandé, lui. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Qu'est-ce qu'il en sait de ce qu'on a cherché ou pas? Il n'y avait pas forcément des gens pour nous accueillir. On n'était pas bien vus, hein. Faut pas l'oublier. Hein. Quand tu le vois aujourd'hui signer chez Iceland, enfin chez Universal, donc ça t'amuse au bout du compte, c'est ça? Non, ça me fait pleurer. Mais son label a déjà été distribué par des majors, je crois qu'il avait déjà été distribué par Island, par Virgin, donc ça va, c'est pas... Ouais, mais enfin bon, il y a un moment aussi, il a eu besoin, il n'a pas hésité, à ce moment-là, il y avait beaucoup moins de... Tu vois? Et le cas senti. Le cas senti. Ce que je veux dire, c'est Dans son genre. Ouais. Est-ce que ça, c'est vraiment le contre-exemple type? C'est surtout quand tu disais tout à l'heure, bon, peut-être que ça sert à rien, mais continuons toujours la lutte, justement, pour éviter d'être absorbé, comme on absorbe une société. Mais t'as plusieurs niveaux d'absorption. C'est-à-dire que tu peux rester un être libre, de toute façon, même si tu n'échappes pas à des contradictions du monde, quoi. Nous, on n'échappe pas à tout. Hein. On n'a jamais dit qu'on échappait à tout. Mais au bout du compte, je nous sens plus droit et plus indépendant que François, parce que, encore que, là, c'est vrai que je me venge un peu, parce qu'il dit des conneries, donc dans ces cas-là, nous, ça cogne. Ouais, tu dis des conneries, tu prends tes risques. Mais Il n'est pas le seul à dire des choses sur vous. oui, c'est probable. Qui d'autre? Allez. Je sais pas, j'ai lu des propos d'un certain Murat, Ouais, moi, j'ai Jean-Louis. Ouais, j'ai eu Jean-Louis Murat qui, pour être très clair, vous a traité dans le pafé, même d'enculé, pour ce que vous avez dit justement, le Victoire. Alors lui, vous voyez une tartufferie. Alors ça, comment il faut prendre ça? Pourtant, quelqu'un qui... C'est la jalousie de bas étage. En même temps. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Comment dire? Il est extrême à chaque fois, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu con venant de quelqu'un qui est aussi indépendant et qui se réclame d'une certaine indépendance artistique en même temps? Il ne nous connaît pas, ce pauvre garçon. Donc, je ne sais pas ce qu'il projette exactement, mais il estime probablement qu'on ne devrait rien dire pour rien, puis qu'en fait, on devrait juste... Ce qu'il fait lui, donc... Ouais, voilà. Je sais pas, qu'on devrait juste prendre l'oseille et se tirer d'ailleurs quelque part. Pourtant, il envisageait même de collaborer avec vous, disait-il dans l'article. De collaborer. Le terme est surprenant. C'est lui qui a dit ça comme ça. Hein. C'est peut-être une interprétation. Il aimait énormément et que ce soir-là, il était hyper déçu et c'est pour ça qu'il tenait ses propos quand même assez crapuleux. Mais c'est-à-dire que nous, on a retourné le truc dans tous les sens, puis on s'est dit que ça pouvait être vu comme démago, comme ci, comme là, comme justement du spectacle, comme... Si vous croyez qu'on ne s'est pas posé les questions... Tu le dis bien d'ailleurs à la fin... Ouais, on savait bien que ça créerait aussi... Enfin, on se doutait que ça créerait une polémique, qu'il y en a qui nous sauteraient dessus, à l'inverse. Mais on a eu beaucoup de témoignages positifs dans le sens où ça aide les gens à tenir. En se disant que rien n'est perdu parce que tu peux toujours et dire et faire et changer les choses un minimum.
À l'intérieur même d'Universal, on a l'impression, enfin d'Universal et des labels et des rapports entre les... Ça a changé un petit peu. Ça les oblige à faire un peu attention. Ou je dis pas que quelque part ça les oblige pas à trouver d'autres manières de mentir, tu vois, parce que alors là, la frontière, hein, ou mais je sais pas, ça fait avancer les choses. Et puis très honnêtement, et alors là très égoïstement, de notre part, on avait trop le truc sur la patate. Donc soit on venait pas, par exemple, aux Victoires, soit on venait et on disait quelque chose qui est quelque chose, je pense très franchement, qui est pensé par plein d'autres que nous. On a eu un mail très gentil de soutien d'Hélène Ségara, par exemple. C'est vrai ? Oui. Hallucinant. Mais c'est sûr qu'on oublie que vous étiez là avant que Jean-Marie Messier arrive et que vous n'avez pas choisi. Il est venu, il s'est imposé, puis vous êtes un pion. Tu te rends compte, il y a un moment donné où ces mecs qui arrivent et puis qui, au sommet effectivement d'une espèce de château de cartes, ils font comme ça et dans leur communication récupèrent même ça, ils récupèrent 20 ans de ta vie. C'est aussi ça qu'on voulait dire. Les gens qui ne sont pas dans ce métier se disent souvent, qui n'ont rien à voir dedans, qui ne sont pas dans le métier, qui font d'autres trucs à côté, se disent souvent, eux, ils tirent sur Messier alors qu'ils sont dedans, ils profitent de son argent, mais sans être vraiment dans le contexte. Ils profitent de qui ? Non, Nous, on ne profite pas de l'argent de Messier. Lui, oui. Enfin, on est une poussière. Mais on est une poussière qui remonte. Hein. C'est parce qu'ils oublient que vous étiez là avant et que c'est lui qui s'est imposé. Mais bien sûr. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Le problème, c'est que là encore, c'est un truc que Messier a bien compris, c'est le spectacle, quoi. C'est ce qu'on te montre comme ça, c'est la poudre aux yeux. Et puis après, si tu vas chercher un peu à l'intérieur et que tu vas gratter un petit peu, c'est vite fait aussi de découvrir des trucs intéressants. Hein. Pour venir à Montpellier cet été, invité par France Culture, est-ce que vous savez un peu le contexte dans lequel vous êtes invité Alors, il paraît que c'est qu'on est sur scène avec François Hadji Lazaro et Jean-Louis Murat. Et Hélène Ségara. Et Hélène Ségara pour donc une ode à Universal, etc., etc. Il paraît que ce sera ça le propos. C'est François qui compose. Non mais vous savez que c'est une configuration relativement petite. Ouais, bah, c'est vachement bien. Le problème c'est qu'on n'a pas trop pu s'en occuper, quoi. Mais que ça tombe bien puisque c'est pas demain matin. Parce que là, demain matin, je pense que ce serait bizarre. Donc il y a 2 rendez-vous de prévus. Est-ce que vous pouvez lever le voile un peu sur la première partie ? On sait que vous avez un... Non. Tu sais pourquoi ? Parce qu'il n'est pas levé le voile. Pour nous non plus. Il y a des choses qu'on ne peut pas tout préparer d'avance. D'abord, on n'aime pas préparer trop d'avance. Mais c'est vrai que des espaces comme ça peuvent être intéressants. J'espère qu'on en sera digne parce que, bon, étant donné qu'on en fait un peu des fois, on en fait un peu beaucoup et donc on a peur de pas pouvoir bien honorer le contexte, quoi. Mais on va se débrouiller pour ça. D'ici là. La configuration est de 800 voire 1000 personnes grand maximum. C'est génial. C'est génial de pouvoir faire ça. Et justement, on se trouve ici dans un lieu où vous avez joué il y a quelque chose comme 13 ans, si je me souviens bien. Aujourd'hui, c'est évidemment plus possible. Il y avait Radio Crocodile. Oui. Radio Alligator. Ouais, Alligator. Il y avait Radio Alligator, et moi je recevais sur mon ampli à fond. C'est-à-dire que j'allumais mon ampli, au lieu qu'il y ait ma guitare, il y avait Radio Alligator. Ouais, exact. Voilà. Mais ça passait plein pot. Et l'antenne, c'était ton ampli, en fait. Moi, non, j'ai antenne, c'était une alu. Alors bon... Et vous regrettez aujourd'hui de ne pas pouvoir rejouer dans des tailles, on va dire, à taille humaine, des salles à taille humaine ? Si on pensait que c'était profondément inhumain, ce qu'on fait par ailleurs, on le ferait pas. Pourtant, vous le pensiez il y a quelque temps, puisque... Oui, il y a longtemps, on était très effrayés par ce genre de choses. Je me souviens au Confluent, vous avez fait 2 soirs de suite, volontairement, à 90 balles l'entrée, volontairement aussi. Ouais, mais là, il faudrait faire 12 fois, ou il faudrait... Vous étiez plus jeune, peut-être aussi. Non, mais c'est surtout que tu fais 150 dates pour la tournée du Sud-Ouest, et puis ensuite t'en fais 150 autres pour la tournée du Sud-Est, puis tu meurs. et le Nord-Ouest gueule parce qu'ils t'ont pas encore vu. Après, quand tu finis la tournée, t'as tout le monde qui te demande « Mais qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 ans là ?» Parlons de taille humaine, moi j'étais pas le seul, on était 80 000 à Millau le 30 juin. Donc contre la mondialisation. Et comme on nous parle pour le sida du relapse, en ce moment c'est pareil, la mondialisation, maintenant c'est super bien. C'est devenu quelque chose, j'ai l'impression que l'idée a changé par rapport à ça, ça a été très très vite. Maintenant Beauvais il est flingué dès qu'il passe une porte, où les journalistes, en tout cas la télévision, se plaît à le flinguer, de le mettre dans la posture de l'agitateur. Il arrive à l'aéroport, regardez, ça a cogné. Qu'est-ce que c'est pas un peu énervant que ce soit aussi vite récupéré, aussi vite, comment on pourrait dire,
Mickey Mousé, parce que c'est maintenant la mondialisation, c'est un Mais petit peu ça. c'est les spectacles, c'est ce que je te disais, c'est le problème. C'est que même José, il est aussi dans quelque chose qui forcément est démonstratif, puisque, et même, on peut dire qu'il a su se servir des médias, mais évidemment, c'est toujours un jeu dangereux. Ceci dit, c'est absolument pas fini. Ce qui compte, c'est ce qui est dit, c'est le contenu. Pourquoi on s'intéresse si peu au contenu ? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à Beauvais, c'est pas tant à cause de la photo avec les menottes et à la démonstration comme ça, même si au fond il y avait une action et que donc c'était bien qu'il y ait une action qui relaie la pensée. Et je me suis dit quelle est donc la pensée ? Voilà. Et puis là tu regardes, et je me souviens qu'à l'aide de plusieurs articles et puis bouquins, etc., je me suis dit ça vaut le détour, puis ensuite de le rencontrer, tout ça, mais ça vaut le détour parce qu'à l'intérieur de ça, c'est pas du tout la parole de l'évangile, putain, on en a rien à foutre. C'est simplement, il y a des préoccupations qui sont les bonnes, qu'il y a des questions qui sont posées qui sont les bonnes, et qu'il y a même un certain nombre de réponses amorcées qui paraissent pas dégueulasses, et en tout cas, ça vaut le coup de les essayer. Et donc, il y a une pertinence, il y a un courage, il y a un combat, Pourquoi on s'intéresse pas à ça ? Pourquoi c'est pas de ça dont il s'agit, plutôt que se dire le truc étant la valeur des anti-mondialisation est en hausse, ou la valeur, c'est comme on dirait qu'on joue en bourse, ça aussi, il y a une bourse du spectacle. C'est ça qui colle pas. C'est que les préoccupations qui étaient vraies il y a 2 ans, t'inquiète pas, elles sont toujours vraies. Des initiatives comme justement les motiver à Toulouse, est-ce que ça suscitait pas peut-être quelques vocations chez vous On dit toujours que non, ça c'est vachement bien, mais Et ça vous donne pas envie aussi peut-être de c'est vachement bien, ouais. encore plus et peut-être Mais de se mettre encore plus devant Mais c'est en quelque sorte le cas, mais on veut pas se mettre dans la position. Je veux dire, il y a un moment donné, on va pas se professionnaliser non plus. Là, il y a un problème là. Il y a un problème là. On est en train de combler des manques hallucinants là. Ouais, mais les gens qui nous dirigent devraient être des citoyens comme toi et moi aussi. Tout à fait. Ça, c'est pas juste non plus quoi. Non, mais tout à fait. Et le donc fait que les motivés soient là, ils sont comme toi et moi. Mais ça, c'est vachement bien que ça titille comme ça. Alors concrètement, pour les motivés et pour Toulouse et pour les copains de Zebda, il y a, c'est vrai, le fait qu'ils ont tout un monde associatif autour, vachement structuré quelque part, et puis surtout avec qui leur apporte des énergies, eux leur apportent des énergies, ce monde-là leur apporte des énergies, c'est un beau tissu comme ça. Et nous, on n'a pas ça, on est plus explosés, nous, on est plus... Hein ? Ça peut se construire peut-être, non, justement ? Oui, mais c'est nous qui devons tout construire, nous. C'est comme ça. Ça veut dire que c'est pas demain la veille qu'on vous verra faire une liste à Bordeaux. Mais c'est pas forcément chacun sa manière de faire. Chacun sa manière de faire. C'est pas forcément notre façon de faire à nous. Ceci dit, on est avec eux à Toulouse et puis dans une certaine mesure, c'est possible ce que vous dites, mais bon. C'est pas forcément ça le plus efficace ou le sujet ou nous le vecteur parfait. Je veux dire, c'est pas, on va pas faire des listes partout. Forcément, c'est pas forcément ça. Mais on a plus ou moins des projets communs avec eux aussi sur toute la France, des histoires. Mais je veux pas raconter de conneries parce que Inch'Allah quoi. Enfin. Et vous n'avez pas envie des fois de souffler un peu puis de penser à vous et d'oublier tout ce qui se passe et de vivre normalement? Non, jamais. Pas du tout. Non, jamais, c'est un truc. Ça c'est sûr, mais on est complètement au pied de cette histoire-là. C'est vrai qu'eux, ils ont franchi un pas qui est tout simplement des listes. Je pense que c'est beaucoup plus dans leur culture directement. C'est-à-dire que même nous, on avait un problème avec le côté électoral beaucoup plus. Donc, comme si c'était plus anarque que trotskiste. Plus trotskiste qu'anarque, mais de façon très schématique de dire, parce que c'est pas tout à fait vrai non plus, et c'est pas aussi... Ce qui est merveilleux, c'est comment tout ça s'interconnecte. Tu vois, on disait tout à l'heure, on n'est vraiment plus dans la mesquinerie de ces années-là, et c'est pas par hasard si les gens qui sont frustrés et qui disent des conneries sont ceux qui ont rien réussi à ce niveau-là, qui n'ont pas réussi à ce qu'il y ait une fédération de gens qui avancent un peu chacun à leur manière. Encore une fois, les motivés, c'est singulier parce qu'ils ont carrément franchi le pas de la liste électorale. Mais on est toujours en contact pour plein de choses.
troisième et dernière partie de l'interview de Bertrand Cantat de Noir Désir, interview réalisée le 17 mai au Rockstore à l'occasion d'une conférence de presse que donnait Noir Désir juste avant leur concert du soir même au Zénith. Pour revenir aux quelques fascisants autour de 15% qui sont 20 aujourd'hui, est-ce que parfois vous vous dites que parmi les gens qui achètent vos disques, les gens qui viennent vous voir en concert, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont voté Le Pen, et qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ces gens-là, puisque d'une manière générale, on sait que votre public est plutôt acquis aux causes que vous défendez, mais est-ce que vous imaginez que parmi eux, il peut y en avoir qui ne partagent pas vos opinions? Qu'est-ce que vous leur diriez? C'est difficile de vérifier à quel point, si tu veux, les gens sont acquis aux thèses qu'on défend ou aux causes qu'on défend. Je vais te dire, si ça devait être vraiment... je veux dire, on ne rentre pas chez nous comme on rentre... dans l'enceinte du Parti communiste dans les années 70 non plus. Je veux dire, chacun est libre de ses opinions. A priori, on est quand même dans une résonance qui fait qu'il y a peu de fascistes qui rentrent chez nous, ça c'est sûr. Tu peux pas tout à fait le vérifier, ou des gens complètement paumés qui ont fait la connerie pour provoquer quelque chose, parce qu'il y a aussi une espèce de sentiment un peu démoniaque de provoquer quelque chose avec un bulletin de vote comme ça, de provoquer un cataclysme, ce qui fut fait d'ailleurs. Des gens qui disent on se fout de notre gueule, voyons ce que ça va faire, ça. C'est pas de trucs comme de chimiste électoral, quoi. Est-ce que c'est pas à ces gens-là qu'il faut s'adresser aujourd'hui? Et il faut s'adresser à tous, à tous. C'est de dire, en fait, les questions que ça pose, c'est qu'est-ce que tu veux voir, quelle est ta finalité, tu veux quoi comme monde, tu veux quoi comme pays, de quoi on parle. Est-ce que tu veux faire partie d'un pays qui a le courage de passer vraiment la barre d'une modernité, mais dans le sens où la planète est très petite, quoi. Où la planète est très petite, où on est multiraciaux, où on est profondément obligé d'avoir à réfléchir sur le développement durable d'une part, une société multiraciale d'autre part. Avec quelle valeur? En fait, c'est une transcendance, quoi. C'est quelle valeur au-dessus du fait du tribalisme, même si moi je me sens tribal en profondeur, mais d'une manière tribale, mais je raisonne autant en Mongolie qu'en Afrique. Je sais pas comment dire. On est citoyen du monde premièrement, et comment tu peux, à l'intérieur d'une nation ou à l'intérieur même de l'Europe et à terme avec le monde entier, comment tu peux instaurer des valeurs qui sont des valeurs supérieures, transcendantes. Mais bien sûr qu'il y en a. Bien sûr qu'il y en a. C'est les droits de l'homme, sauf qu'ils sont c'est pas seulement les droits de l'homme, parce que les droits de l'homme, c'est aussi seulement un bouillon et qu'il faut tout le temps redéfinir. Ouais, bien sûr, il manque aussi beaucoup de... Oui, puisqu'il y a une impunité absolument extraordinaire pour certains. Même quand il y a des principes juridiques qui ont été énoncés, ils ne sont pas solides, ils ne sont pas suivis. T'as qu'à voir justement les États-Unis et Israël qui toujours sont en toute impunité. Comment Jacques Chirac est en toute impunité, président de la République aujourd'hui, à l'échelle française. Comment toutes ces impunités, c'est plus possible. Et à côté de ça, il y a des gens qui sont punis et qui n'ont pas à l'être. On l'a vu avec la semaine de la peine de mort. Ça, pour être punis, ils le sont, ouais. Bah oui, ça marche pas. Ce que ça projette comme symbolique est absolument catastrophique. Franchement, ça fait des dégâts très en profondeur, le fait qu'il y ait cette impunité. Et l'injustice. Pas de paix sans justice, c'est toujours vrai partout. Et si tu projettes pas des valeurs plus haut, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous croyez en l'Europe à ce niveau-là? Enfin, vous avez des éléments de réponse pas sur ces bases actuelles. Enfin, pas sur ces bases actuelles. Disons que là, c'est comme une coquille vide et comme une mécanique une mécanique économique. Vraiment ébloui par le morceau L'Europe sur votre dernier album. C'est gentil parce que je tiens à dire que c'était pas facile de le mettre par rapport à la boîte de disques. Voilà. Mais même, tu vois, ils disaient oh c'est bien. Oh c'est bien. Ils disaient que c'était bien. C'est bien ce délire d'improvisation. Mais c'est bien, mais alors on le sortirait dans un truc un peu spécial. Et quand il s'agit vraiment de le poser dans l'album, alors là, non, il fallait faire un peu bras de fer quand même. Parce que et on a plein de retours vraiment passionnants, ce qui prouve bien qu'on avait raison aussi,
pas seulement comme un espèce de truc snob en disant regardez, on est capable de faire un morceau de 25 minutes dont personne n'a rien à branler, personne ne comprend rien, mais c'est génial pour nous. Et en fait, c'est absolument pas hermétique, quoi. Ça, c'est la plus grande victoire qu'on a. C'est pas hermétique puisqu'on a plein de retours et que ça permet d'aller plus loin et sur la liberté musicale et sur la liberté de parole et un peu de... Parce que c'est une sorte de fresque et c'était une manière de s'adresser à l'Europe, tu sais, de la récupérer comme une entité véritable puisque c'est très loin. Tu sais, Bruxelles, pas du tout géographiquement, mais les instances européennes, c'est un truc très... C'est la technocratie, c'est loin des gens, c'est ce qu'on dit, c'est loin des peuples. Et bien d'un seul coup, tu te dis, alors qu'est-ce que c'est ce symbole-là? Et tu commences à parler, et tu te dis tu, puisqu'on fait comme si c'était une espèce de dieu technocratique. Non, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut? Quelle sorte de valeur il peut y avoir en Europe? Qu'est-ce que ça veut dire de faire l'Europe? Tu la fondes sur quelle valeur? C'est tout. Et puis après, bon, en plus, il y a tout un côté allégorique et poétique, alors là... Brigitte Fontaine, on disait. Brigitte Fontaine, elle venait nous chercher pour son album et nous, on allait la chercher pour en même temps, en gros, hein. En très résumé, c'est ça. Je te passe les détails parce que comme elle est sourde et qu'on est con, ou le contraire... Parce que je suis conne. On a mis du temps à faire les choses comme il fallait, mais on l'a fait. Et mais nous, on entendait, parce que le travail était complètement avancé. Hein, et puis on entendait qu'il manquait quelque chose, et ça pouvait être qu'elle qui faisait ça, franchement. Ce qui est le plus beau compliment qu'on puisse lui faire. Je peux savoir que sur scène, enfin en tout cas dans votre dernière tournée, vous l'avez pas joué ce morceau. C'est dû à la taille ou au fait qu'il y a un problème? Je sais pas comment il faudrait qu'on aborde ça. De toute façon, il ne faudrait pas chercher à reproduire les choses. Il faudrait, ça peut arriver. Il faudra qu'on trouve le moyen, mais c'est vrai qu'on l'a pas fait. Non, c'est pas évident du tout. Non, c'est pas évident du tout. Et puis Akoche n'est plus là. Akoche n'est plus là. Bah, il peut être là des fois. On pourrait faire. Il était là à Istres. Ouais, il était à Istres. Parce que comme il était en voisin, avant il était en Hongrie. Moi je l'ai vu il y a pas longtemps là-bas, mais c'était au retour d'une tournée. Et puis que lui, il joue pas mal. Là, cette semaine, on est quoi comme jour? Ouais, alors il finit la semaine là, à Paris, là, à l'Olympique. Là, il joue dans un bar toute la semaine à la Goutte d'Or. Et il fait son truc. Une reprise, là, j'ai vu ça. Vous reprenez 21st Century Schizomen des King Crimson. Bon, j'imagine qu'il y a un sens. C'est lequel enfin, pourquoi vous la reprenez? Moi déjà j'adore. Enfin, qui n'aime pas cette chanson? Bah parce qu'à l'époque ça avait été fait avec le corps du morceau, l'espèce de noyau, et puis toute une espèce d'extension du progressive rock de l'époque. Puis nous, on a dit bon, ça c'est pas grave. Non pas qu'on n'aime pas les expériences musicales, la preuve, on vient de parler de l'Europe, mais simplement sur ce coup, ce qui nous intéressait, c'était le noyau qui avait jamais été poussé comme ça, ou tout l'espèce d'aspect plus dur, rythmique, presque rap et presque soul aussi, mais qui est raboté puisque ça part vachement plus sur toute l'extension musicale. Ou je sais plus combien dure le morceau, mais le corps du morceau où le texte est dit, c'est rien. Et nous, on a remis ça au centre. Et le texte est excellent. Et il dit ce qu'il dit. Il est d'actualité, comme on dit. Alors, ça faisait beaucoup de raisons. Vous parliez tout à l'heure de votre liberté. On parlait du public aussi. Comment est-ce que vous envisagez votre responsabilité par rapport au public, soit pour la prod musicale, soit pour la prod le fait d'avoir un message fort politiquement? Comment est-ce que vous l'envisagez par rapport au public, cette responsabilité? Au niveau de la création, là c'est un album assez original, assez différent. Sur scène ça doit être un peu différent. Puis aussi l'aspect politique aussi du groupe. Est-ce que vous vous sentez peut-être responsable aussi, prisonnier ou libre aussi? Dans quelle mesure vous vivez ça? Tu passes ton temps à te sentir responsable, puis si ça dérive trop, prisonnier, puis à tout faire pour te libérer, et il n'y a que ça. C'est-à-dire par exemple cet album-là, c'est un album aussi qui puisque maintenant, là tout de suite, à l'heure qu'il est, on en reparle comme de quelque chose qui a bien marché, qui a été reçu, mais c'est jamais vrai d'avance. Hein. C'est plus facile d'en parler aujourd'hui justement, c'est peut-être pour ça que vous ne vouliez pas faire aussi des services promo après coup, le temps de le digérer un peu. Je sais pas si c'est plus facile d'en parler aujourd'hui.
Peut-être, ouais, peut-être. Non, mais ce qui est sûr, c'est que ça avait été... ça a été justement une démarche de liberté absolue. C'était ça le principe. On n'est pas tenu de rien, on est tenu d'être vrai et de laisser remonter à la surface ce qui a le plus de poids, le plus de profondeur. Ce qui est vrai au moment où c'est vrai. Ce qui n'est pas forcément le cas 5 ans avant. Et dans le même temps, garder la trace profonde et les convictions profondes, c'est parce que c'est un paradoxe permanent, mais c'est pas une contradiction indépassable. Ça veut dire que le fait de s'être libéré d'un certain nombre de choses et d'avoir osé faire un album comme ça n'enlève pas nos convictions profondes. Et du coup, tu peux retrouver tout ça et essayer de le porter comme étant non pas... parce qu'après, on peut très bien te dire, vous avez trahi ci, vous avez trahi ça, enfin c'est une espèce de... Et puis bon, ça s'est pas passé comme ça, mais on s'attendait à tout. Hein. On déconnait tout le temps sur cet album en disant tiens, on vient de se faire des nouveaux amis, et puis hop, on faisait un nouveau morceau, on disait on vient de perdre nos nouveaux amis, on était tout le temps en train... On n'a pas... tout le temps on déconnait avec ça. Si on se fait au ventre, vous en avez plutôt gagné que perdu des amis, hein, parce que c'est... Est-ce que alors justement le concert de ce soir par exemple a été plein en 48 heures, vos tournées, vos spectacles sont complets très rapidement. Est-ce que ce succès justement je dirais pas que vous le trouvez normal, mais vous le comprenez, ça vous paraît normal, anormal? Non, moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi c'est pas arrivé au Garçon Boucher. Ça c'est la question que je voudrais poser. Ça je comprends pas ça. Hélène Ségara. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, on a fait presque 3 quarts d'heure sur la politique et on commence à parler de musique. C'est pas un peu paradoxal et c'est pas chiant. Je vous signale que c'est de votre faute. C'est notre faute, mais non, mais justement. Et le public, je crois aussi, est en attente, parce que tu disais tout à l'heure, il y a un vide énorme. D'abord de la musique. Hein. Enfin, je veux dire, ça va, de ce côté-là, avec le public, c'est moins déséquilibré qu'avec le média. Mais non, mais c'est parce qu'il y a de la place pour tout. Hein. Il y a de la place pour tout. Moi, ça fait un peu beaucoup. Hein. Peut-être un peu trop. Hein. Peut-être c'est un peu trop. Peut-être c'est un peu trop. On attend. On n'aime pas être tout seul, mais je crois pas qu'on le soit. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je te dis, il y a toute cette bande d'artistes là quand même où ça réagit fort et c'est bien. C'est bien. Mais il ne faut pas que le public se mette en attente de je sais pas quoi, ou les gens en attente des réponses données. Il faut que ce soit un processus comme ça, en échange, en réflexion, puis en plaisir partagé, quoi. Et pas en idolâtrie déplacée, parce que ça vaut rien. Vous aviez envisagé de ne pas tourner à l'issue de l'album, du fait de la couleur musicale de l'album qui faisait qu'il était difficile à retranscrire sur scène. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Dans la conception même de l'album, on s'était dit qu'on n'allait pas penser du tout à comment on pouvait retraduire. Tu sais, quand tu fais une chanson, souvent tu te dis ah oui, mais comment je vais faire plus tard sur scène, quoi. Et là, on s'était dit ça, on laisse tomber complètement de côté, quoi. Et donc non, mais quand on a conçu l'album, on voulait absolument pas penser, on voulait absolument pas se bloquer en se disant ah non, je vais pas faire ça parce qu'après plus tard ça va être compliqué, tu vois. Après, quand on avait fini l'album et qu'on s'est dit tiens, on va peut-être faire de la scène, ce qui n'était pas évident tout à fait au départ, là on s'est posé des problèmes, quoi. Ouais. D'où l'arrivée en partie de Christophe. Ouais, ça change beaucoup de choses et ça amène beaucoup de choses. À échéance, votre contrat avec Barclay. Prochain album, je crois. Moi, il y a encore un album. Et quand on nous demande si tu nous demandes de penser à un album alors qu'on est complètement encore la tête dans l'eau, ça nous paraît complètement abstrait. Peut-être que le prochain sera encore plus expérimental, mais ça vous appartient. Un album d'un long P ininterrompu. Et hop, plus de contrat. Quel a été l'élément justement déclencheur pour cette envie de sample? Mais c'est les couleurs musicales, c'est les couleurs que ça permet, c'est l'espace que ça donne, et non pas que ça retire. La puissance peut-être aussi? Ça donne de la puissance, mais ça donne beaucoup d'espace. C'est pas forcément quelque chose où ça se... Moi, l'impression que ça me donne, c'est que ça permet peut-être encore plus de créer des espaces que d'en bouffer. C'est le paradoxe. Si c'était juste rajouter, ce serait pas forcément si intéressant que ça. Ce que je trouve vraiment génial, c'est ce que ça permet où on ose... Enfin bon, la conjonction aussi entre le fait qu'on ose des choses très 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 fragiles comme on n'osait pas,
tout ça va ensemble, si tu veux. Du coup, les compos, elles sont parties des samples ou ça a été plutôt l'inverse? Ah, ça dépend. Il n'y avait pas de généralité? Non, la plupart des compos viennent de... C'est très classique dans l'essence. Non, les samples ou les claviers, ils sont utilisés comme n'importe quel instrument, quelque part. Quoi. Tu vois, donc il peut y avoir des trucs qui sont... Je me souviens plus vraiment, en plus, mais... C'est qu'un outil, puis là, Christophe, hein, dans le live, il y a une part de création, et puis c'est pas fini, tu vois, mais... Ça permet d'ouvrir d'ouvrir une palette, quoi. Ah, mais énormément. Et c'est ça qui nous intéresse. Parce que le problème c'est qu'on peut pas tout à fait se contenter de la seule couleur qui était la nôtre jusque-là, parce que la preuve en est, encore qu'en tournée, là on est un peu saturé, on n'écoute plus trop de musique. Là, la preuve en est, c'est qu'on écoute énormément de choses. Moi, je veux dire, je me satisfais pas d'une couleur de musique. Ça fait depuis toujours, et c'est de moins en moins que je m'en satisfais. C'est-à-dire que j'ai besoin de nourriture, et que ça, c'est une façon. Christophe, il peut condenser, étant donné qu'il n'arrive pas avec un instrument, mais que évidemment, c'est un instrument qu'on est plusieurs, et puis c'est de l'alchimie du son. C'est une espèce de truc où il met un petit peu de saucisson corse, un petit peu de cap corse, un petit peu de... Pas trop de fromage. Un peu de broute, tu vois. Et toutes les couleurs peuvent se redéployer. Et puis en fait, ça laisse beaucoup la porte ouverte à des choses à la fois qui peuvent se permettre d'être plus fragiles dans un sens et puis plus costauds de l'autre. Ça élargit beaucoup la palette. Comment est-ce que vous concevez les clips, en fait, en particulier le dernier I'm Lost, pourquoi j'ai dit la dernière? L'histoire de la maison de campagne, là, ça c'est bien, quoi, en fait, je veux dire. Le gros plan sur les... En Normandie en plus. Celui-là, ça a été écrit par Henri Jean Debon, avec qui on a fait beaucoup de choses depuis un an, presque 15 ans, 13 ans. Et donc il nous a montré tout ça, on en a reparlé, ça a été un peu bougé comme ça. L'idée est vachement bien. C'était une histoire d'aller plus près de votre intimité, c'était plus de proximité peut-être. Mais à la fois oui, à la fois non, c'est-à-dire qu'à la fois c'est vrai et à la fois c'est joué quand même, tu vois. Enfin bon, par exemple, c'est tellement naturel que oui, le principe dans la baraque de Normandie, là, c'était on dormait peu, parce qu'on est arrivé à je sais pas quelle heure dans la nuit dans cette baraque qui n'était pas chauffée d'ailleurs. Et donc on s'était foutu sous des tonnes de couettes comme des cons. Et puis là, le principe, on le savait, c'est que ça taperait aux portes de nos chambres et qu'il fallait tout de suite être là. Ça veut dire que tu es dans un état, tu es gonflé à la tronche comme ça, tu as hyper mal dormi. Et donc le principe, en vertu de... Je veux dire, il fallait s'y tenir, quoi. Donc effectivement, là-dessus, c'est pas joué. On vient vraiment de se lever. Et on est vraiment déchiré. De fatigue. Ça, pour le coup, c'est... Voilà, c'était la dernière partie de la rencontre avec Bertrand Cantat. C'était le 17 mai au Rockstore à l'occasion d'une conférence de presse que donnait Noir Désir. Une conférence de presse à laquelle participaient Christophe Castiot pour l'Héros du jour, Jérémy Bernet pour le Midi Libre, Jean-Yves pour FM+, Maude Determe et Olivier Tracht pour le Caucasine, Renaud Després pour Radio Clapas et Jean de la Guillaunie et Emmanuel Plaza pour Divergence FM.